Bienvenue sur Interrogatoire social. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial, notamment les théories et les outils enseignés dans les centres de formation d'éducateurs spécialisés. Alors, ces approches, je ne vais pas toutes les traiter, mais certaines m'interrogent. La psychanalyse, l'analyse transactionnelle, la typologie des personnalités. Alors, est-ce que c'est validé, ces approches-là, de manière scientifique, ou faut-il vraiment les interroger? Ou faut-il se dire que peut-être que les centres de formation, il est peut-être temps de distiller, de partager d'autres approches qui pourraient être plus utiles pour les futurs professionnels, pour les rendre plus efficaces, plus éthiques. Alors, on en parle sans tabou. Alors oui, commençons par la psychanalyse. C'est une approche, notamment le plus connu, Freud, Jung, Bowlby. On va revenir sur Bowlby. Ce sont des approches qu'on utilise et qui sont enseignées dans les centres de formation, qu'on utilise au quotidien. Alors, ce sont des approches qui ont des points forts. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les prendre, les jeter à la poubelle. Ça permet notamment de sensibiliser les jeunes professionnels, enfin nous les professionnels, sur l'histoire de l'autre, de prendre en compte son parcours, de faire une analyse globale de la situation et de comment est la personne. Mais en fait, si on prend par exemple la théorie de l'attachement qui est faite par John Bowlby, donc c'est un psychanalyste, il n'y a pas de souci, qui étudie le lien précoce avec l'enfant, mais n'empêche que vous me direz, vous, comment vous le vivez sur le terrain. N'hésitez pas à partager dans les commentaires pour qu'on puisse se faire un avis, mais moi j'en trouve vite la limite, et surtout, ce que j'ai remarqué dans les réunions d'équipe, c'est qu'à un moment donné, on surinterprète ce qu'on a observé, ça fige un peu. On parle de une sécure, et on ne voit que ça en fait. Et on ne voit plus d'autres dimensions de l'enfant, on ne voit plus d'autres dimensions du parent. Donc ça, c'est point fort, mais ça aussi, c'est grandes limites. Pareil, l'analyse transactionnelle. Alors, moi, je trouve que c'est des lunettes de lecture intéressantes qui permettent d'avoir un cadre et d'avoir une réflexion en fait rapide, de se faire une opinion rapide, mais c'est trop restreignant en fait. Et pareil, à l'image de la psychanalyse, je trouve que ça surinterprète et ça nous fige aussi dans notre cadre de pensée. Et puis, il y a aussi la typologie des personnalités, le fameux MBTI. Alors, ce qui est questionnant, c'est que c'est un outil qui est utilisé dans les boîtes, les entreprises privées, c'est un outil de recrutement. Et dans le management aussi, c'est utilisé. Et certains professionnels aussi l'utilisent comme grille de lecture. Mais c'est pareil, c'est des approches qui restreignent un peu la réflexion, qui restreignent l'individu, qui les bloquent, comme le dit Carl Jung, ce sont des archétypes. Alors oui, ça permet la pensée, mais la vraie question dans tout ça, c'est est-ce que toutes ces approches ont été validées, testées de manière scientifique, ou de moins, est-ce qu'on a utilisé la démarche scientifique pour analyser un petit peu l'efficacité de ces approches? Alors, les études montrent que pour l'instant, c'est pas super fiable en termes d'efficacité. Ça peut donner le sentiment de donner des résultats. Un autre biais, c'est que les personnes qu'on accompagne, quand on utilise ce type d'approche, se sentent entendues, écoutées. Mais finalement, est-ce que ce sont vraiment des leviers d'action pour la personne? Moi, personnellement, ce que j'ai observé, non, pas vraiment. Il y a un sentiment de bien-être, ça c'est sûr. Pour certaines personnes, ça peut les encourager, mais sur le long terme, ils n'arrivent pas à élaborer plus que ça, ils n'arrivent pas à dépasser ça, et même les professionnels, quand on utilise les 3 instances de Freud sur la structure psychique, le ça,
le moi et le surmoi. Quand on explique à quelqu'un, oui, bah là c'est ton surmoi qui a pris le dessus, ça t'empêche de faire. Alors la personne nous entend, nous écoute, mais fondamentalement, quand vous reprenez les choses avec elle, ben ça pas, dit c'est bien, mais ça pas, je sais pas quoi faire avec ça. Donc aujourd'hui, moi ça m'interroge parce que la science avance, les méthodes évoluent aussi, mais j'ai l'impression que dans les centres de formation, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Je voulais revenir aussi sur autre chose, c'est que, par exemple, sur la protection de l'enfance, les besoins fondamentaux de l'enfant sont inscrits dans la loi et font clairement référence, quand vous creusez un petit peu, sur la théorie de l'attachement. Alors, moi, ça me dérange, en fait. Ça me dérange qu'un cadre légal vienne inciter, valider une théorie qui est de John Bowlby, mais en termes d'efficacité, n'a pas fait ses preuves. Ça reste partiel. Ça reste partiel. Et c'est ça qui est dérangeant. Donc, à quand on va augmenter la qualité de la formation pour les professionnels. Ce n'est plus possible aujourd'hui de rester dans un état où on prend des théories qui datent du début du siècle. Ça, c'est plus possible. Il ne faut pas les invalider, mais il faut... Moi, ce que je reproche au centre de formation, c'est qu'on ne nuance pas et on ne donne pas les outils aussi aux professionnels d'avoir une analyse critique sur ces théories. On nous les donne, on les intègre, et on les met en place et on les pratique sur le terrain. Mais à quel moment dans la formation, la nuance est là? À quel moment les formateurs disent, bon voilà, je vais vous présenter une approche, elle est intéressante, ça va vous permettre de faire un pas de côté, d'avoir une lunette de lecture, mais attention, dans les recherches aujourd'hui, dans les études aujourd'hui, en termes d'efficacité, c'est nul, c'est moyen ou c'est partiel. À quel moment tu laisses des professionnels partir avec une théorie et que ils sont persuadés que ça va le faire? C'est pas normal, ça. C'est pour ça que sur le plan éthique, je pense que les centres de formation doivent se réquestionner là-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ce qu'il faut aller voir, est-ce qu'on devrait nous partager beaucoup plus, c'est se dire, aujourd'hui, par exemple, l'approche systémique, voilà, il y a des études, c'est validé, les résultats sont reproductibles, il y a des effets pour les personnes, et au-delà des effets, ce sont des leviers d'action que les personnes arrivent à se saisir pour qu'ils soient acteurs aussi de leur changement, par exemple. Il y a aussi les TCC. L'approche cognitivo-comportementale, pareil, c'est une approche scientifique. Il y a des études là-dessus. Voilà, c'est validé. C'est validé dans certaines pathologies. Les théories aussi sont validées. Je pense qu'il est temps que dans les centres de formation, qu'on enseigne de manière beaucoup plus poussée ces approches-là, le paradigme, les concepts, et qu'on s'en saisisse et qu'on puisse l'utiliser sur le terrain, le partager avec le public qu'on accompagne et fournir des vrais leviers d'action pour qu'ils soient acteurs. Parce que la philosophie de notre action, c'est aussi quand même de rendre les personnes acteurs de leur changement. Et moi, je préfère, par exemple, étudier, là je reviens de formation sur la communication non violente, alors c'est intéressant, moi j'ai identifié des points faibles, clairement, il faut faire très attention parce que des fois en utilisant la CNV, on peut être dans une forme de processus de manipulation, et puis aussi dans l'observation, parce que c'est un cas de théorie qui comme beaucoup de démarches dans notre secteur, on commence par l'observation, on formule des hypothèses, mais dans cette approche-là, on
on n'aborde pas, par exemple, la question du biais du biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller chercher des observations qui valident une première impression, une première hypothèse. Alors, c'est ce qui manque dans cette approche-là. Il y en a d'autres, hein. Et aussi le risque de manipulatoire, mais quand même, selon moi, présent. N'empêche que il y a quelques études sur cette approche-là. Aujourd'hui, le statut, c'est que c'est validé partiellement, mais donc moi je préfère quand même prendre du temps d'étudier, de partir en formation sur des approches qui, quand même, il y a une part de validité. Parce que moi, ça commence à me fatiguer de partir en formation. En fait, je perds du temps. Je perds du temps à aller à des formations qui me sont inutiles. Quand je pars sur une formation sur le développement de l'enfant et qu'on me rabâche encore la théorie de l'attachement, non. Je préfère... qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui, par exemple, les TCC sur le développement de l'enfant? Les théories de l'apprentissage. Intéressant. Moi, je l'ai utilisé déjà. C'était dans un service d'accompagnement à la vie sociale. J'accompagnais un adulte qui avait des difficultés pour retirer de l'argent. Donc, conséquence de tout ça, il avait besoin d'un éducateur chaque semaine pour l'accompagner à un distributeur et retirer son argent. Donc, moi, j'ai potassé le truc, je me suis intéressé à la théorie des apprentissages au niveau des TCC, et on a co-construit avec la personne un outil visuel où on avait pris toutes les étapes du process en photo. On avait demandé l'accord au niveau de la banque pour prendre en photo les distributeurs et toutes les différentes étapes. Ensuite, la personne s'est prise en photo, enfin son visage, et après il a préféré mettre son visage sur toutes les différentes étapes visuelles, enfin des étapes qu'il devait faire, les actes qu'il devait accomplir, voilà, avec ce repère visuel. Et voilà, en l'associant à la construction de l'outil, les photographies, faire un livret spécifique parce qu'il avait des problèmes au niveau des mains, notamment la mobilité du pouce, enfin c'était assez compliqué. Donc il a fallu découper, adapter l'outil à une dextérité pour que ce soit beaucoup plus simple pour lui. Voilà, il s'est entraîné 2-3 fois à utiliser l'outil, et ensuite, au bout de 15 jours, il faisait ses retraits tout seul. Il n'avait plus besoin d'un éducateur spécialisé pour l'accompagner dans cette démarche-là, par exemple. D'autres approches aussi, qui est la systémie. Là, ça a été très utile là encore, ça a été très utile dans le cadre du placement à domicile. On accompagne des familles, on accompagne des enfants, on prend en compte les grands-parents, on prend en compte toute la famille élargie. Ça permet d'interroger et d'aller se poser la question: quels sont les acteurs actifs et en place dans la situation? Des fois, on se restreint à juste l'enfant et le parent. Et souvent, on va pas se mentir, hein, on accompagne beaucoup de familles monoparentales. Donc on se restreint à la maman et l'enfant. On fait un petit travail avec le père. C'est compliqué. Mais n'empêche que, en prenant en compte plus cette réalité-là, en s'appuyant sur la systémie, on ouvre le champ de la réflexion et on intervient, on sollicite beaucoup plus de personnes, et on est surpris que, par exemple, un oncle ou même un voisin qui fait partie du système prend acte, soit est acteur et en soutien. Donc, voilà qu'on a fini l'intervention, la personne a activé par elle-même, avec nos conseils, mais par elle-même des personnes ressources, des leviers d'action, et voilà les acteurs. On n'est pas des béquilles en permanence. Donc voilà, c'était une réflexion sur la formation, et
Et je vais enchaîner sur maintenant les groupes d'analyse des pratiques. Maintenant, là c'était dans le cadre des centres de formation d'éducateurs spécialisés, mais il y a un autre constat que je voulais faire avec vous, ce sont les groupes d'analyse des pratiques. Alors, ce phénomène, je le rencontre aussi auprès des intervenants, des groupes d'analyse des pratiques. On vient avec des situations, on expose, et finalement, les grilles de lecture sont les mêmes. C'est toujours la psychanalyse, l'analyse transactionnelle, et toujours la même chose. Alors, il y en a certains qui, bon, voilà, quand ils sont formés à la systémie, bah, forcément, les réflexions sont autres. Moi, ce qui m'a étonné encore une fois, j'étais en analyse des pratiques, et là, l'intervenante propose d'utiliser l'énéagramme. Alors, c'est une approche aussi sur... un peu comme la typologie des personnalités, ça permet de mettre des types de caractères, de personnes dans une sorte de différentes grilles et tout ça. Ça aussi, enfin, recherche sur Internet, l'énéagramme, pas du tout validé, quoi. Mais pas du tout. Voilà. Et ça se distille partout. Donc, de manière générale, j'interroge les formateurs, que ce soit dans les centres de formation, mais aussi quand vous venez intervenir dans les institutions pour nous. À un moment donné, moi, ce que je revendique, et c'est pour ça que j'invite tous les professionnels à commenter cette vidéo, puis surtout à relayer ce type d'informations en disant bah, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. On a besoin d'approches validées, scientifiquement, même partielles. Je préfère ça que des trucs qui sortent de l'espace, quoi. Alors, c'est vrai que l'avantage de toutes ces approches, c'est qu'elles sont accessibles, ça permet d'avoir des grilles de lecture rapides. Mais quand nous, on est en situation sur le terrain où les situations sont multicomplexes, multidimensionnelles et tout ça, ce truc-là, c'est pas bon en fait. On se retrouve en réunion d'équipe avec des analyses qui tournent en rond, ou voire pas du tout d'analyse. Je suis désolé, mais j'ai fait pas mal d'équipes et des réunions où les échanges sont pauvres, sont très pauvres. Et moi, j'ai vu une différence entre il y a 10 ans en arrière et maintenant, quoi. Les échanges sont pauvres. C'est très basique. Et on est toujours sur l'inconscient, où on va parler de l'inconscient collectif de Jung, où on va parler d'analyse des limites. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, ça s'appuie sur rien. Et ce qui est dérangeant dans tout ça, c'est que quand vous arrivez avec, vous prenez la peine de partir en formation sur des approches beaucoup plus concrètes, beaucoup plus, un peu plus validées, vous arrivez en réunion, on vous fait chier, quoi. On vous fait chier, on dit mais comment t'arrives à ce type d'analyse, c'est assez intéressant, mais moi je me suis retrouvé une fois en réunion, carrément on me poussait dans mes retranchements pour me dire mais cite tes sources, d'où ça vient et tout ça, alors qu'on était sur moi j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, on est là, on pose des observations, moi je propose des hypothèses de compréhension, des hypothèses d'action, et puis on part en intervention, on revient, on dit ce que ça donne, et voilà, et chacun apporte une analyse avec une grille de lecture différente, et puis voilà. Et c'est ça la pluridisciplinarité. C'est pas, on arrive avec qu'un seul champ théorique, et puis on tourne en rond. Et quand vous avez des psys dans l'équipe, si ce professionnel-là n'est pas ouvert à d'autres approches, waouh, sur le volet éducatif, eh ben, ça reste pauvre, quoi. C'est-à-dire que nous, on apporte beaucoup de matériel clinique aux psychologues, qui en fait une analyse,
Mais dès qu'on se pose en termes de levier éducatif, ah non, moi je donne mon analyse, faites attention à votre posture, là toi tu me sembles un peu trop, dans ton approche, c'est un peu violent, toi faut que tu réfléchisses à prendre un petit peu plus de distance, et toi sur le plan émotionnel, mais qu'est-ce que ça te fait? Ah ouais, c'est intéressant, mais on a besoin de plus en fait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense sincèrement, et je suis pas le premier à partager ce type de réflexion, et surtout le partager sur le terrain. Des fois ça crée des petits conflits, mais le conflit, ça va, hein. On est beaucoup à pas avoir peur du conflit, tant qu'on se respecte, tant que c'est sain. Pour moi, le conflit de pensée, de pratique, c'est cool. Quand on est toujours dans le même moule et qu'il n'y a pas d'échange qui permet de te remettre en question et surtout d'envisager la situation de manière différente, ta posture différemment, mais à travers un regard éducatif, à travers des leviers d'action, et voilà, et c'est ça qu'on cherche. On est beaucoup, hein, mais témoignez, dites-le. Partir en formation, on ressort de la formation, on fait qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi? Parce que c'est pas adapté. C'est pas adapté aux professionnels qu'on est. Voilà. Je vous dis à bientôt, et pour un prochain sujet sur Interrogateur social. Ciao.